Écoute, merci d'être venu, de t'être déplacé d'Ottawa. Je ne sais pas si tu habites Ottawa ou Gatineau. Ottawa, oui. Ça m'a pris 1 heure. 1 heure? Bon. Après ça, bon, je te ferai visiter l'Institut, les murs. Et je vous présente Mathieu Leblond, qui est chercheur scientifique à la Direction générale des sciences et de la technologie d'environnement et changement climatique Canada depuis 2017, donc un jeune chercheur gouvernemental. Ça fait 1 an et demi que tu as été engagé. Donc Mathieu, tu es un chercheur en écologie animale et particulièrement spécialiste du caribou, sans doute, puisque tu vas nous dresser aujourd'hui un portrait global de la situation du caribou. Et tu t'intéresses principalement dans tes travaux aux relations entre le caribou, qui est une espèce menacée, son habitat et ses prédateurs dans le contexte des changements globaux. Et Mathieu est détenteur d'un doctorat en biologie à l'Université du Québec à Montréal. Et avant son entrée en poste comme chercheur gouvernemental, Mathieu a réalisé des stages postdoctoraux à l'Université du Québec à Rimouski et à l'Université Laval. Donc voilà, c'est un petit portrait de ta bio. Merci. Et je te laisse la parole. Merci. Merci beaucoup, David, pour cette opportunité. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui. Le titre de ma présentation est un peu ambitieux. La conservation du caribou au Canada, portrait global, c'est assez difficile à réaliser comme projet. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un portrait général de la situation. Mon objectif n'est pas de vous parler de tout ce qui se fait en conservation sur le caribou. C'est un dossier qui est extrêmement large, qui implique vraiment beaucoup de personnes. Comme j'expliquais tantôt à David, on est 6 à Ottawa dans une équipe qui vient d'être mise sur place sur la conservation du caribou, sur la recherche sur le caribou. Donc 6 chercheurs qui viennent d'être engagés sur le dossier caribou. Donc on est une infime partie de la quantité de chercheurs qui s'intéressent au caribou. Donc un dossier extrêmement large. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est faire simplement un topo pour s'assurer que tout le monde est au courant ou a des connaissances de base sur la situation de la conservation du caribou au Canada. Et je vais vous présenter 2 études de cas que j'ai choisies. J'ai fait exprès de choisir des études de cas qui sont assez différentes pour vous montrer un peu la diversité dans ce qui se fait en termes de recherche sur le caribou. J'ai une longue présentation, j'ai prévu 1 heure. Je vais essayer de faire peut-être l'étude de cas numéro 2 un peu plus rapidement pour laisser de la place aux questions. Donc, je suis sûr que vous allez avoir des questions parce que c'est un gros sujet et je n'aurai pas le temps de tout présenter aujourd'hui. Et à la toute fin, j'ai quelques diapositives en rafale qui présentent d'autres projets en cours, juste pour vous donner une idée de dans quel projet je suis impliqué sur le caribou un peu partout au Canada. Mais pour rentrer dans le vif du sujet et pour mettre la table, je veux préciser que le caribou et le renne, c'est la même espèce. Donc, on entend souvent parler des rennes du Père Noël. Le caribou, le renne, c'est la même espèce, Rangifère tarandus, qui a une distribution circumboréale. Donc, sur l'ensemble de la planète, c'est la même espèce. Et on voit ici une carte qui a été publiée en 2009. C'est une carte vue du pôle Nord. Donc, on voit le Canada en bas et la Russie, l'Eurasie en haut. Et en rouge, c'est les populations qui sont en déclin. Donc, vous voyez que ça ne va pas très bien. En fait, c'est un déclin qui est généralisé dans l'ensemble des populations de caribou sur le globe. Et même depuis 2009, je vous dirais qu'il y a des populations en vert étant les populations qui étaient en augmentation. Depuis 2009, il y a des populations là-dedans qui sont maintenant en rouge. Donc, une situation qui est assez critique. Puis, je vais dans le fond, vous présenter quelques hypothèses des raisons pour lesquelles on pense que ce déclin-là est en cours et c'est un déclin généralisé. La première personne à s'être intéressée à définir des groupes de caribous pour mieux l'étudier, c'est Ben Field en 1961 qui a utilisé des squelettes, des crânes de caribous qui ont été récoltés un peu partout en Amérique pour dans le fond, créer ce qu'on a appelé des sous-espèces du caribou. Donc, utiliser la morphologie pour définir différentes sous-espèces de caribou. C'est une nomenclature qui a été utilisée pendant plusieurs années. Par contre, c'est quelque chose qu'on a délaissé récemment parce qu'on s'est rendu compte que le concept de sous-espèce n'était pas très, très utile pour étudier le caribou. Parce que les sous-espèces regroupaient des caribous qui étaient extrêmement différents. Donc, semblables morphologiquement, mais très différents sur le point de vue écologique et comportemental.
On prend l'exemple ici de la sous-espèce Rangifère tarandus caribou. Le groupe 1 ici, on voit qu'on a des caribous dans le nord du Québec, Terre-Neuve, Yukon, donc des caribous extrêmement différents qui étaient regroupés sous la même sous-espèce. Et donc, pour mieux décrire le caribou, on s'est tourné vers un autre concept qui est le concept d'écotype. L'écotype, en fait, c'est pas unique au caribou. C'est un concept qui peut être utilisé pour d'autres espèces animales. Il y a des écotypes chez l'épaulard, par exemple, ou chez le dauphin. L'écotype, en fait, c'est un regroupement de populations. C'est un outil qu'on utilise pour regrouper des populations qui sont adaptées à un environnement particulier. Donc, en fait, c'est des types de caribous qui vivent dans un environnement particulier qu'on va regrouper selon différents écotypes. Donc, chez le caribou, il y en a trois écotypes relativement bien définis. Caribou migrateur, caribou montagnard et caribou boréal ou forestier, qui est un synonyme. Là, je vais probablement dire forestier ou boréal. Je vais alterner entre les deux, mais c'est la même chose. Donc, les caribous migrateurs, en fait, c'est des caribous qui, évidemment, effectuent des migrations, donc vont se déplacer à chaque année sur des centaines, voire des milliers de kilomètres, 2 fois par année, en fait. Donc, au printemps, vont se diriger vers des sites de mise bas au nord, dans des régions où il y a généralement moins de prédateurs. Ils vont mettre bas dans ces régions-là, puis par la suite, à l'automne, vont redescendre vers des régions plus au sud, là, dans la taïga ou dans la forêt boréale, pour passer l'hiver puis avoir accès à des meilleures ressources alimentaires. Le caribou montagnard est un caribou qui effectue aussi des migrations, mais au lieu d'être des migrations latitudinales, c'est des migrations altitudinales, donc en élévation. Donc, même concept, en fait, les caribous montagnards vont monter sur le dessus des montagnes. On les retrouve, par exemple, dans les rocheuses. Donc, vont monter sur le dessus des montagnes pour la mise bas, puis vont redescendre dans les vallées durant l'hiver. Et le caribou boréal ou forestier, qui, lui, a une stratégie complètement différente, qui est un caribou sédentaire, donc qui ne fait pas de migration, mais qui vit en forêt boréale, et qui va, lors de la mise bas, plutôt se disperser dans l'environnement, on pense pour se rendre le plus imprévisible pour ses prédateurs. Donc, on a, dans une même sous-espèce, différents écotypes qui vivent en large troupeau de centaines de milliers d'individus qui font des migrations, et des caribous qui sont sédentaires et qui vivent en solitaire ou en petits groupes. Donc, vous voyez que le concept de sous-espèce n'est pas très utile quand on essaie d'étudier l'écologie de ces écotypes. Donc, ce que je vous montre ici, en fait, c'est la distribution des différents écotypes au Québec, parce qu'on retrouve les 3 écotypes au Québec. Donc, on a le caribou migrateur au nord du Québec et du Labrador. On a le caribou boréal ou forestier dans la forêt boréale, qu'on retrouve dans la distribution continue ici dans la plaque verte, mais aussi dans le caribou de Val-d'Or et le caribou de Charlevoix, qui sont des populations plus isolées de caribou boréal. Et on a du caribou montagnard dans 2 endroits, en fait, dans les monts Turngat, donc sur la péninsule ici du Labrador, au nord complètement du Québec et du Labrador, et le caribou de la Gaspésie, qui est aussi un caribou montagnard. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une petite plaque rose. Donc, le caribou de la Gaspésie, qui est aussi un caribou montagnard. Donc, vous voyez que même à l'intérieur d'un même écotype, on a quand même des groupes de caribous qui sont extrêmement différents. Le caribou montagnard des monts Turngat vit dans un milieu extrêmement aride, en Arctique, dans une région qui est complètement différente de la péninsule de la Gaspésie, où on trouve des coyotes, des ours noirs, une forêt plutôt mixte. Et ça aussi, c'est extrêmement différent du caribou montagnard qu'on trouve, par exemple, en Colombie-Britannique, qui va vivre avec des wapitis, des cougars, des grizzlies comme prédateurs. Donc, des environnements extrêmement différents. Donc, même à l'échelle de l'écotype, c'est un outil qui était relativement limité pour l'étude, mais aussi la conservation du caribou. Donc, on a fait un changement de paradigme récemment pour classer les caribous en ce qu'on appelle des unités désignables. Les unités désignables, ça a été décrit par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada en 2011, qui est le COSEPAC, ou COSEWIC en anglais, si vous avez peut-être déjà vu l'acronyme anglais. Et l'unité désignable, en fait, ce sont des populations distinctes et importantes. Donc, des unités de biodiversité qu'on désire conserver à l'échelle du Canada. Donc, on n'est plus dans le concept d'écotype, on est dans un concept un peu plus précis, que je vais définir dans la prochaine diapo, mais j'attire votre attention sur cette phrase-ci qui est tirée du rapport du COSEPAC en 2011, qui dit « Pour être efficace, la conservation et la gestion d'une espèce nécessite non seulement qu'on porte attention à l'espèce elle-même, mais aussi à la diversité intraspécifique. »
Donc, on se débarrasse un peu du concept d'espèce. On a vu que c'était toute la même espèce de caribou là, à l'échelle de la Terre. Mais on s'intéresse à la diversité au sein de l'espèce avec le concept d'unité désignable. Et les unités désignables, en fait, vont tenir compte de différents facteurs, notamment la taxonomie, la phylogénétique, la génétique, donc des notions d'espèces, mais aussi la morphologie, le cycle vital, le comportement, donc des attributs liés aux écotypes qu'on a vu tantôt, mais aussi les données biogéographiques sur l'ère des populations. Donc, par exemple, l'exemple que je vous montrais entre les Torngat versus la Gaspésie, on voit clairement ici qu'il y a une volonté de conserver les deux groupes de caribous parce qu'ils sont similaires en termes ici de taxonomie ou de comportement, mais sont dans des secteurs extrêmement différents. Et pour le COSEPAC, en fait, l'unité désignable est un élément qu'on doit conserver et ça représente un peu l'espèce au sens de la loi sur les espèces en péril. Donc, quand on applique la loi sur les espèces en péril pour le caribou, on ne l'applique pas sur l'espèce, mais sur chacune des unités désignables. Et l'unité désignable devient en quelque sorte l'espèce en péril qu'on essaie de protéger. Quelles sont les unités désignables au Canada? Les voici. Donc, il y en a 12 en fait. Donc, le caribou de Perry qui se trouve ici dans le Haut-Arctique canadien, qui est ici représenté, donc le plus petit caribou en termes de morphologie, qui avait d'ailleurs été identifié par Benfield comme une sous-espèce par entière, qui est assez différent morphologiquement des autres caribous. Caribou Dolphin and Union qui effectue des migrations sur les glaces de mer ici, sur le détroit qui rejoint l'île Victoria. Donc, qui dépend de la formation de glaces de mer à chaque année pour effectuer des migrations qui se rendent sur les sites de Misba, sur l'île Victoria. Caribou de la toundra, ici en Hachuré, qui est un caribou migrateur de l'Ouest canadien. Un autre caribou migrateur, ici en orangé, qui est le caribou migrateur de l'Est. Le caribou de Terre-Neuve, qui est une espèce de mélange entre un caribou migrateur et sédentaire. J'en parlerai pas beaucoup aujourd'hui. En fait, je vous fais la liste, mais je ne parlerai pas de tout ça aujourd'hui. Mais simplement pour vous donner une idée des différentes unités désignables. Le caribou boréal qui a la plus grande distribution pan-canadienne, qu'on retrouve du Labrador jusqu'au Yukon, qui occupe la forêt boréale, et qui représente en fait l'écotype boréal. C'est devenu une unité désignable à part entière. Et des différents types de caribous montagnards en Colombie-Britannique et au Yukon, donc caribous des montagnes du nord, du centre et du sud. Le caribou des Mortongat, le caribou de la Gaspésie, qui est défini comme une unité désignable, donc un élément de conservation au Canada, et le caribou de Dawson, qui est éteint depuis le début des années 1820, qui est quand même classé comme unité désignable, mais qui est éteint. Et voici le portrait actuel, en fait, de chacune de ces unités désignables-là. Ça, c'est basé sur la désignation du COSEPAC. Donc, ce qu'on voit en rouge et en orangé, c'est les espèces qui sont en voie de disparition, les espèces ou les unités désignables qui sont en voie de disparition ou menacées. Donc, on voit que, de façon générale, ça ne va pas très bien. Beaucoup d'unités désignables qui sont en voie de disparition ou menacées, et sinon en situation préoccupante. Ce qu'il faut savoir, c'est que le COSEPAC, c'est un comité d'experts qui informe, qui donne son opinion sur la situation des espèces, incluant le caribou. Le comité est formé de différents experts qui donnent leur opinion, qui émettent une opinion sur la situation, mais il y a un délai entre l'opinion des experts du COSEPAC et l'inclusion de ces espèces-là dans la loi sur les espèces en péril. Et le portrait actuel, selon la loi, c'est le suivant. Donc, vous voyez qu'il y a une bonne différence entre l'opinion du COSEPAC et la loi comme telle. Généralement, la loi va suivre à peu près à 95% du temps, surtout en grande faune, généralement, la loi va suivre l'opinion du COSEPAC. Donc, c'est simplement une question de temps avant que ces unités désignables-là soient incluses dans la loi sur les espèces en péril. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de ces unités désignables-là qui ont été très récemment décrites par le COSEPAC. On parle de 2017 pour plusieurs de ces unités. Donc, vous voyez que la situation est assez glauque. Il y a beaucoup d'unités désignables qui sont en voie de disparition ou menacées. On a vu aussi la carte au début où les populations étaient en rouge. Donc, comment expliquer le déclin? Je pense que c'est la question que je me fais le plus souvent poser. Comment on peut expliquer le déclin? Et il y a beaucoup de facteurs qui sont en jeu, en fait.
généralement, selon la réponse ici va dépendre généralement de où on se trouve, dans quelle population de caribous on se trouve. Donc, il n'y a pas une explication, une raison qui explique le déclin des caribous de façon généralisée. Ça serait plus simple, mais c'est pas comme ça que ça marche. Donc, parmi les facteurs qui sont en cause à l'échelle canadienne, il y a la surexploitation, donc la chasse passée. Donc, beaucoup d'espèces de grande faune, la chasse a été une cause de déclin par le passé. La surexploitation. Mais aussi présente, il y a beaucoup de populations qui sont toujours chassées. Dans certains secteurs, on a des taux de prédation qui sont élevés, la reproduction déficiente, dérangements anthropiques, changement climatique, maladies, etc., etc. Et dans certains cas, on pense que c'est toutes ces réponses. Donc, il y a certaines populations où tous ces facteurs-là sont potentiellement en jeu pour expliquer le déclin des caribous. Par contre, même si c'est une foule de facteurs qui sont en cause, je veux quand même attirer votre attention sur le fait que la prédation est souvent un facteur proximal permettant d'expliquer la mortalité dans plusieurs populations de caribous. Et en fait, le mécanisme est souvent le dérangement anthropique. Donc, vous savez probablement que le caribou est assez sensible aux perturbations humaines, aux routes, aux coupes forestières. Mais ce n'est pas nécessairement un effet qui est direct. Donc, ce n'est pas la coupe forestière qui va faire en sorte que les caribous meurent. C'est souvent la prédation qui est en cause. Donc, par exemple, les activités anthropiques vont favoriser les prédateurs du caribou. Et vont donc, les prédateurs étant favorisés, vont tuer une plus grande quantité de caribous. Donc, le mécanisme est un peu indirect. Et je vais vous attirer votre attention sur 3 de ces types de mécanismes-là qui sont, selon moi, importants pour comprendre la conservation du caribou. Le concept de compétition apparente, la présence des structures linéaires qui rendent les prédateurs plus efficaces et les comportements mal adaptés du caribou. Et je vais prendre une petite gorgée. Donc, compétition apparente, c'est peut-être un concept que vous avez vu dans vos cours d'écologie, mais je vous donne ici un exemple très, très concret avec le caribou puis l'exploitation forestière. Donc, on sait que quand on fait de l'exploitation forestière, on rajeunit la forêt. En fait, on coupe la forêt, puis la régénération qui s'ensuit dans les premières années, c'est une végétation qui est très riche, très jeune et très riche. Et généralement, cette végétation-là, très abondante, va favoriser l'orignal. Dans la forêt boréale, de façon générale, c'est l'orignal qui va être favorisé par la coupe forestière parce que c'est une espèce qui est plus prolifique, qui a une meilleure productivité que le caribou. En passant, le caribou peut juste avoir un faon à chaque année, alors que l'orignal peut très bien avoir jusqu'à 2 faons, parfois 3, dans des cas très rares ou quand les ressources sont très abondantes. Donc, de façon générale, c'est l'orignal aussi, par sa sélection d'habitat, l'orignal a tendance aussi à sélectionner davantage les coupes forestières, donc va être favorisé par la coupe forestière et leur densité de population vont augmenter, ce qui va entraîner l'augmentation des densités de leur principal prédateur, qui est le loup. Donc, le loup, les populations de loups sont souvent régulées par l'abondance des orignaux. Et donc, qui dit plus d'orignaux dit aussi plus de loups. Et ces loups-là, étant en plus grande quantité, vont s'en prendre aux caribous quand ils les croisent. Donc, vont avoir un plus gros taux de prédation sur les caribous. Donc, on dit que l'orignal entre en compétition avec le caribou, une compétition apparente. Donc, ce n'est pas une compétition pour la nourriture. En général, quand on dit que 2 espèces d'herbivores compétitionnent, on pense qu'ils mangent la même chose, ce qui est un peu vrai. Mais dans ce cas-ci, la compétition apparente est par le biais d'un prédateur commun. Donc, le fait que l'orignal est favorisé, ça favorise le loup et donc beaucoup de caribous qui en subissent les conséquences. Et ce mécanisme-là, on pense, permet d'expliquer quand même beaucoup permet d'expliquer le déclin de beaucoup de populations de caribous forestiers au Canada, notamment dans l'Ouest, mais aussi au Québec. Un autre concept important à comprendre, c'est l'effet des structures linéaires, dont les routes, sur le caribou. Donc souvent, on pense, quand on explique aux gens que les routes ont un effet négatif sur le caribou, le premier réflexe qu'on a, c'est probablement que les caribous se font frapper sur les routes. C'est des choses qui peuvent arriver, mais ce n'est pas vraiment le mécanisme qui est en cause ici. La raison pourquoi les routes ont un effet négatif, c'est que les prédateurs vont les utiliser pour être plus efficaces dans leur déplacement. Donc, les loups, notamment, vont utiliser les chemins forestiers, les lignes sismiques dans les secteurs où il y a de l'exploitation pétrolière. Il y a beaucoup de lignes sismiques qui sont faites en forêt. Les prédateurs vont utiliser ces structures linéaires-là pour se déplacer de façon très efficace et atteindre le caribou forestier. Donc, l'effet est, encore une fois, indirect.
Et enfin, un dernier concept que je veux présenter, c'est le fait que les caribous, de façon générale, sont généralement fidèles à leur site de mise bas. Donc, que ce soit les caribous migrateurs, qui vont toujours aller dans les mêmes secteurs au nord, ou même les caribous forestiers vont toujours occuper généralement les mêmes endroits, donc on va avoir une fidélité au site. Si ces secteurs-là sont modifiés, perturbés par des perturbations anthropiques, comme la création d'une mine ou la coupe forestière, les caribous vont quand même avoir tendance à y revenir. Et là, vont avoir un comportement qui est fidèle, mais qui est mal adapté, parce qu'en présence de coupes forestières ou de structures anthropiques, on a vu que les prédateurs étaient avantagés. Donc, année après année, les caribous vont avoir tendance à répéter un comportement qui cause, en fait, leur déclin. D'ailleurs, une des unités désignables qui est plus étudiée, par ailleurs, c'est le caribou boréal ou caribou forestier. C'est le groupe de caribous qu'on connaît le mieux. Et ça, ici, c'est une relation qui a été démontrée en 2011, où on a utilisé ici différentes populations. Donc, chaque point est une population entière de caribous forestiers à l'échelle canadienne. Et ce qu'on voit ici, c'est un graphique où en X, on a le taux de perturbation dans la population. Donc, le nombre ou la superficie occupée par le dérangement anthropique. Et en Y, le recrutement, donc le nombre de fans par 100 femelles caribous dans la population. Et on voit une relation quand même assez nette où plus on augmente la perturbation, plus le recrutement diminue. En fait, plus il y a de mortalité des fans dans la population. Et cette relation-là, quand même assez bien définie, a été la base de la stratégie du programme de rétablissement pour la conservation du caribou boréal. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette figure-là, mais sachez que dans le fond, cette relation-là que je viens de vous présenter a été utilisée pour déterminer qu'à partir de 35% de taux de perturbation dans un habitat, les chances étaient grandement réduites que les populations de caribous soient autosuffisantes. Donc, il y a une limite maintenant à l'échelle canadienne de 35% de taux de perturbation dans les populations de caribous forestiers. Et ça, ici, dans le fond, c'est la situation actuelle pour l'ensemble des populations. Encore une fois, c'est juste le caribou boréal ou forestier. Et on peut voir, en fait, que, basé sur cette relation-là, les populations dans les secteurs très, très perturbés, comme l'Alberta, le sud de l'Ontario, le sud du Québec, il y a une très faible probabilité d'autosuffisance de ces populations. C'est-à-dire qu'on risque de les perdre relativement rapidement dans le futur si on ne fait pas quelque chose pour restaurer leur habitat. Il y a aussi des grosses populations en vert ici où ça semble mieux aller, mais la réalité, c'est qu'on connaît très peu de choses sur ces populations-là. C'est la raison pour laquelle elles sont moins bien définies. Et c'est aussi des secteurs, par contre, où il y a moins de dérangements. Donc, plus on monte vers le nord, moins il y a de dérangements humains, moins il y a d'humains. Donc, c'est quand même des populations qui, de façon générale, se portent un peu mieux. Donc, je vais m'arrêter ici pour le portrait global. Il manque vraiment beaucoup d'informations. Je ne vous ai pas du tout parlé des autres types de caribous, caribou Peary. Je vous ai parlé rapidement. Si vous avez des questions très précises à la fin, je vais laisser du temps pour des questions, mais c'est un trop gros dossier pour que je puisse vraiment survoler l'ensemble du dossier, de la situation. Et je voulais prendre quand même un peu de temps pour vous donner des exemples concrets. Ici, c'est des études de cas de projets de recherche dans deux secteurs. Donc, le premier secteur, c'est le secteur de Charlevoix, où on a du caribou boréal. Et le deuxième étude de cas que je vais vous présenter plus tard, c'est sur le caribou migrateur. Vous allez voir que les facteurs en jeu sont très différents, puis l'écologie de ces deux espèces-là, de ces deux unités désignables-là sont très différentes. Donc, première étude de cas, le caribou de Charlevoix, comme je l'ai dit, qui est un caribou forestier qui est une population totalement isolée. Donc, on l'a vu tantôt dans une des cartes, c'est une population qui est complètement séparée de la grande aire que j'avais montrée en vert ici, là, l'aire de distribution continue du caribou forestier, donc une population isolée. Charlevoix, en fait, la population est entre la ville de Québec et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, pour ceux qui connaissent le parc des Laurentides, c'est un caribou qui est enclavé dans ce secteur-là. Une population qui a été réintroduite, donc il faut savoir que le caribou, par le passé, occupait l'ensemble du Canada et même jusqu'au nord des États-Unis, donc les États du Vermont, par exemple, ou Hampshire, il y avait du caribou jusqu'au nord de ces États. Aujourd'hui, au cours des années 1800, le caribou a disparu, a grandement reculé. Et donc, en 1960, le ministère des Forêts, Faune et Parcs a décidé de réintroduire le caribou dans ce secteur-là et a fait la création aussi d'un parc national pour
tenter de le préserver dans le secteur. Et c'est un secteur où on retrouve du loup et de l'ours, qui sont les principaux prédateurs du caribou. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un paysage qui est extrêmement fragmenté. Donc, sur l'ensemble des populations de caribous là, que je vous ai montré ici, chaque polygone ici est une population différente. Sachez que la population de Charlevoix qui est ici est une des populations les plus perturbées en termes de dérangement anthropique, en termes de routes, de coupes forestières. À ce qu'on parle, je pense que c'est la deuxième, c'est pas la pire est Little Smoky, mais c'est la deuxième pire. Donc, une situation quand même assez critique. Et ce que je montre ici, c'est l'aire d'étude où on a étudié le caribou de Charlevoix. Donc, on a la réserve des Laurentides ici en vert pâle et les parcs nationaux. Et pour ceux qui connaissent la région aussi, c'est la route 175 là, qui relie Québec au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et le polygone, ici en hachuré, c'est l'aire de répartition du caribou de Charlevoix. Et si j'ajoute les routes ici, on peut voir que ouais, c'est assez fragmenté. En fait, chaque route, aussi ça inclut les chemins forestiers, et vous pouvez vous imaginer qu'au bout de chacun de ces chemins forestiers-là, il y a aussi de la coupe forestière. Donc, un secteur extrêmement perturbé. Et on a voulu savoir, dans le fond, un peu le comportement du caribou dans un secteur aussi perturbé. Qu'est-ce qui arrive avec le caribou dans un secteur comme ça? Est-ce que les prédateurs peuvent profiter d'une situation comme ça pour capturer plus de caribous? Donc, on a fait un suivi à long terme, non seulement du caribou, mais aussi de ses prédateurs dans ce secteur. Donc, on a capturé, moi je travaille beaucoup avec de la télémétrie, donc des individus qui sont équipés avec des colliers GPS. Donc, on a capturé des caribous, on a capturé aussi des fans, qu'on a équipés avec des colliers VHF. Je fais une parenthèse, en fait, le collier GPS, c'est un collier qui se localise par lui-même avec les satellites, alors que le collier VHF est un peu la vieille technologie de collier télémétrique où il fallait être sur le terrain avec une antenne pour localiser les individus. Donc, dans le cas des caribous, des jeunes, il fallait utiliser cette technologie-là, VHF, parce que c'est des colliers qui sont plus petits. On ne pouvait pas équiper les jeunes avec des gros colliers. Gros, ils ne sont pas gros, mais pour des petits fans, c'était trop gros, les colliers GPS. Donc, on a utilisé les deux types de technologies. Et on a aussi équipé des loups et des ours avec des colliers pour comprendre un peu le comportement de chacune de ces espèces. Donc, voici nos unités, nos tailles d'échantillons. On a capturé et équipé avec des colliers 42 femelles, 17 mâles, quoique je ne parle pas beaucoup des mâles dans la présentation aujourd'hui, mais on a quand même des informations sur les mâles. 51 fans, 12 ours et 9 loups qu'on a suivis pendant des périodes variables, là, mais dans le cas du caribou, pendant une très très longue période, entre 2004 et 2011. Un peu moins longtemps pour les prédateurs. Mais on a combiné toutes ces informations-là pour étudier la sélection d'habitat du caribou dans un contexte dans le contexte que je vous ai présenté, un contexte très fragmenté en présence de deux prédateurs. La première chose que je vais vous montrer, par contre, c'est des résultats sur la survie des caribous. Donc, ce qu'on a ici, c'est un histogramme qui présente l'ensemble des individus qui ont été suivis. Donc, on a en X les années. Comme je l'ai dit, on a des GPS on avait des GPS de 2004 à 2011, mais on avait aussi une vieille étude en 99-2000 qui utilisait justement les fameux colliers VHF qu'il faut utiliser, avec lesquels on doit utiliser l'antenne pour la localisation. Et on a combiné cette information-là pour dresser cette figure-là. Ce qu'on voit, c'est le nombre d'individus qui sont... en fait, le nombre d'individus suivis par année. On voit en rouge les individus qui sont morts et ceux qui ont survécu à chaque année. Donc, 87 individus. Et ce qu'on peut voir, c'est que dans 27 cas de prédation, 100% des cas de prédation étaient faits par le loup. Donc, les caribous adultes sont tués par le loup. Comment on sait ça? C'est qu'à chaque fois qu'un individu est tué, le collier, dans le fond, arrête de bouger, parce que l'individu est mort. Et quand le collier arrête de bouger, il émet un signal particulier qui nous permet de savoir que l'individu est mort. Et après ça, des techniciens expérimentés, là, c'est pas moi qui fais ça, mais des gens expérimentés qui vont sur le terrain très, très rapidement après la mortalité pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et généralement, les prédateurs laissent des indices complètement différents. Puis généralement, des traces aussi, des poils, des choses qui... c'est pas très compliqué à déterminer, mais ça permet de savoir exactement quel est le prédateur qui a capturé l'individu. Il y a aussi évidemment des cas de mortalité naturelle, mais que je présente ici.
Et ce qui est intéressant ici, c'est la même type de figure, mais pour les fans. Donc, on voit un suivi de 2004 à 2007. Les fans, généralement, vont mourir très rapidement après leur naissance. Donc, la plupart des fans meurent dans les quelques premières semaines suite à leur naissance de prédation. Et ce qui était quand même intéressant et surprenant, c'est que dans les 30 cas de prédation sur les fans, 93% étaient faits par l'ours noir. Donc, on voit que les adultes sont tués par les loups, mais les fans sont tués par les ours. Et donc, ça, c'était une situation à laquelle on ne s'attendait pas vraiment, parce qu'on avait un peu d'informations a priori sur l'ours, justement à Charlevoix. On avait déjà des études qui avaient été faites, une étude qui avait été faite par Guillaume Massé-Rousseau dans le cadre de sa maîtrise en 2011, où il avait étudié, dans le fond, les déplacements de l'ours noir à Charlevoix par rapport à différents types de ressources. Et ce qu'il avait montré ici, dans le fond, c'est 3 types de ressources, donc la végétation, des fans caribous et des fans orignaux. Et ce qu'on voit, c'est le ratio de sélection, donc c'est la préférence, en fait, des différents individus. Là, chaque point est un individu et l'étoile est la moyenne de la population. Ce qu'on voit, c'est que la plupart des ours vont se déplacer pour aller vers des patchs, des parcelles d'alimentation riches en végétaux, riches en plantes. Donc, de façon générale, c'est ce qui explique le comportement de l'ours. Il se déplace pour aller dans les patchs de végétation et non pas vraiment pour aller vraiment dans des secteurs où il risque de trouver des caribous et des orignaux. Sauf peut-être 2 individus qui semblaient peut-être un peu plus intéressés par les caribous. Mais de façon générale, c'est une espèce qui se déplace, qui vise, dans sa quête alimentaire, qui vise plutôt la végétation. Par contre, on se doute, on ne sait pas avec certitude, mais on se doutait que dans la région de Charlevoix, le nombre d'ours avait probablement augmenté, ce qui est en augmentation un peu partout au Québec. Et on se doutait que c'était le cas aussi dans la région de Charlevoix. Donc, vous savez qu'il y avait probablement beaucoup plus d'ours noirs dans les dernières années que par le passé. Donc, par le passé, au moment où le caribou, par exemple, a été introduit. Mais on savait, là, on a découvert qu'il était responsable de 95% des mortalités, 93% des mortalités de femmes. Donc, on a voulu tester l'hypothèse, mais peut-être que les mères caribous ont une stratégie de sélection d'habitat qui est basée sur l'évitement des loups. Mais en faisant ça, peut-être qu'ils augmentent le risque que leur progéniture soit capturée par des ours. Donc, pour tester ça, on avait le jeu de données parfait, on avait des informations sur les ours, les loups et les caribous. Ce qu'on a fait, c'est des analyses de sélection d'habitat. Je ne vais pas rentrer dans les fins détails, mais ici, ce qu'on voit, c'est par exemple, disons, ici qu'on a par exemple un domaine vital d'un individu, et ici, ce serait c'est une localisation télémétrique. Donc, chaque point est un point GPS. Nos colliers prennent un point à toutes les 8 heures, par exemple. Donc, on a un point aux 8 heures ici qui démontre un peu son utilisation de l'espace. Ce qu'on fait, c'est qu'on va lancer le même nombre de points dans son domaine vital de façon aléatoire et on va comparer ce qui est utilisé à ce qui est disponible dans son domaine vital pour décrire un peu sa sélection. Donc, quels sont les choix de l'animal quand il se déplace. Et on a fait ça pour les caribous, les ours et les loups. C'est le type de résultat que ça donne. Malheureusement, il n'y a pas vraiment moyen de faire des belles figures avec des résultats de sélection d'habitat, mais je vais quand même attirer votre attention sur les couleurs. Donc, en fait, ce que ça veut, quand on est au-dessus de 0, c'est la sélection. Donc, l'animal sélectionne pour les variables ici dans la liste, et pour les caractéristiques de son habitat qui sont présentes ici dans la liste. Quand c'est sous 0, donc dans négatif, c'est de l'évitement. Donc, l'animal a tendance à éviter les catégories d'habitat sensible. La chose sur laquelle je veux principalement attirer votre attention ici, c'est pas tant les valeurs de chiffres et tout ça. C'est simplement que je veux attirer votre attention sur le fait que les ours et les loups avaient, de façon générale, une sélection d'habitat qui est quand même assez différente. Donc, on voit peut-être, à part la sélection pour les milieux riches en lichens. Donc, on voit par exemple que l'ours se retrouvait dans des secteurs récemment perturbés par des feux, dans des jeunes couples de 6 à 10 ans, et avait tendance à éviter des milieux autres, qui étaient une espèce de catégorie fourre-tout. Alors que le loup, lui, se retrouve plutôt dans les forêts de conifères matures, des milieux humides, avait plutôt tendance à éviter les perturbations naturelles et se retrouvait dans des classes d'âge de coupes forestières un peu plus vieilles. Donc, on peut penser que dans l'habitat, en fait, les deux prédateurs se distribuaient de façon différente. Les ours ne sont pas retrouvés aux mêmes endroits que les loups. Et ça a une implication pour la sélection d'habitat du caribou. Maintenant, on a testé, on a regardé justement ce que faisaient les caribous. Donc, même genre de tableau ici. Puis, on avait l'information sur le statut reproducteur des femelles. Donc, on savait si les femelles avaient été
en fait, si les femelles avaient eu un fan ou non au cours de l'année. Donc, on avait des femelles qui n'avaient pas eu de fan du tout, qui n'étaient pas gestantes, donc qui étaient solitaires durant la période de mise bas. Des femelles qui ont eu un fan mais qui l'ont perdu par la prédation, et des femelles qui ont eu un fan et qui ont réussi à le garder en vie jusqu'à l'année suivante. Et premièrement, les femelles solitaires, donc les femelles qui n'avaient pas de fan, avaient un comportement qui était plutôt axé sur la quête de nourriture. Donc, on les retrouvait dans des secteurs riches en lichen, riches en herbacées. Et ils ne semblaient pas réagir à la présence des deux principaux prédateurs, le loup et l'ours. Par contre, si on regarde les femelles, les deux types de femelles qui ont eu un fan, on se rend compte qu'effectivement, elles faisaient un effort particulier pour éviter les secteurs où elles risquaient de rencontrer des loups. Donc, elles évitaient les secteurs à haut risque d'être attaqués par les loups. Mais les femelles qui ont perdu leur fan avaient tendance à sélectionner les secteurs qui étaient propices à rencontrer des ours. Ici, on regarde ça sur un graphique. Ce que je vous montre ici, en fait, c'est un peu la notion qu'il semblerait que pour certaines femelles, le fait d'éviter le loup les forçait en quelque sorte à choisir l'ours. Ils étaient un peu pris en deux prédateurs. Donc, ce qu'on voit ici en X, c'est le coefficient de sélection pour les loups, et en Y, le coefficient de sélection pour les ours. Donc, ça ici, c'est la sélection que font les femelles qui ont eu des femmes. Et ce qu'on peut voir, en fait, c'est que plus les femelles évitent le loup, plus elles avaient tendance à sélectionner l'ours. Donc, en fait, on se rend compte qu'effectivement, la stratégie d'évitement du loup, qui est une stratégie qui fait du sens au niveau évolutif, parce que le loup, c'est l'espèce avec laquelle le caribou a évolué, semble, en fait, les désavantager dans un nouvel environnement où l'ours semble être plus présent. Dans le fond, c'est ce que j'explique un peu ici de façon imagée. Ce qu'on pense, c'est qu'originellement, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le loup est une espèce qui est territoriale, donc qui protège le territoire, qui vit en meute. Donc, le nombre de loups est en quelque sorte limité par les ressources. Donc, il ne peut pas avoir une infinité de loups à cause de leur structure hiérarchique très, très stricte de territorialité. Donc, on pense qu'à l'époque, par exemple, dans les années 60-70, dans Charlevoix, les caribous étaient capables de s'isoler des meutes de loups qui sont plutôt centrés sur des secteurs où on retrouve des orignaux. Donc, ils étaient capables de s'isoler dans des secteurs ici comme la patch bleue ici, qui est peut-être un secteur riche en lichen, et étaient en mesure d'éviter le loup. Par contre, maintenant, ce qu'on pense qui est arrivé, c'est qu'avec la coupe forestière, on a un rajeunissement de la forêt, on favorise des prédateurs comme l'ours. On sait que l'ours est favorisé par la coupe forestière, donc c'est une création de végétation pour l'ours. On sait que l'ours, on a vu que c'est ça qu'il préférait, donc se déplacer entre les différents secteurs riches en végétation. Et aussi, les coupes forestières ont tendance à créer des secteurs riches en petits fruits. Donc, on a avantagé l'ours, ce qui fait en sorte que le caribou est un comportement qui est mal adapté. Donc, il va continuer d'éviter le loup, mais devient la proie plus facilement des ours qui sont plus abondants dans l'environnement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire avec une situation comme celle-là? Il y a la Première Nation de Wendake qui a entrepris un contrôle des prédateurs. Donc, ils font un contrôle de l'ours noir présentement. C'est eux qui ont décidé de faire ça dans les dernières années pour essayer de sauver le caribou de Charlevoix. Donc, ils font un contrôle de l'ours à chaque année pour essayer de diminuer leur densité. Sinon, nous, ce qu'on proposait dans l'article, c'est d'essayer de faire une espèce de ségrégation spatiale entre les coupes forestières et les milieux où les caribous forestiers ont tendance à retourner année après année pour mettre l'eau. Donc, j'ai expliqué tantôt que les femelles étaient fidèles. Donc, si on comprend bien où les femelles ont tendance à aller année après année, on pourrait essayer de ne pas faire de coupes forestières dans ce secteur-là pour empêcher que les prédateurs l'utilisent pour capturer les femmes. Et pour le futur, le suivi s'est terminé en 2011, quand je vous ai expliqué un peu les données auxquelles j'avais accès. Le suivi a été terminé en 2011, maintenant il est rétabli. Donc, pour le futur, ce serait intéressant, en fait, c'est un de mes objectifs de retourner à Charlevoix pour démarrer des nouveaux projets de recherche. Une question que je me pose, entre autres, c'est est-ce que la population pourrait être reconnectée? Je vous ai expliqué que la population était isolée. Est-ce qu'elle pourrait être reconnectée? Et sinon, pourquoi? Donc, ce serait une question intéressante à étudier dans le futur. Mais ça, c'est des choses que je vais explorer dans le futur, qui ne sont pas encore commencées.
Pour les gens qui s'intéressent, il y a quand même beaucoup d'études qui ont été faites à Charlevoix. Puis l'étude dont je vous ai parlé aujourd'hui, c'est une publication qui est parue dans Journal of Applied Ecology. OK, deuxième étude de cas. Je vais en profiter pour prendre une autre petite gorgée d'eau. Et là, je change complètement de secteur. Là, je vais vous présenter une autre étude sur le caribou de la Rivière-aux-Feuilles, caribou migrateur au nord du Québec, qui effectue, encore une fois, comme je vous l'ai dit tantôt, des grandes migrations, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de kilomètres, 2 fois par année. Donc, un concept complètement différent du caribou qui est boréal, qui est sédentaire, où on retrouve, où le principal prédateur est le loup gris, et où on pense que les changements climatiques ont probablement beaucoup plus d'influence sur le caribou que plus au sud. Parce qu'on sait que les changements climatiques ont des impacts beaucoup plus importants au nord. Et on s'est posé la question, est-ce que les changements climatiques, donc le réchauffement de la température au nord, pourrait avoir une influence sur la disponibilité de la glace sur les grandes étendues d'eau au nord du Québec? Le nord du Québec il y a beaucoup d'eau. La quantité de lacs et de rivières est très abondante. Et on sait que les caribous, lors de leur migration, doivent plusieurs fois par jour traverser des cours d'eau. Et on s'est posé la question, mais est-ce que le fait qu'il y ait des gels plus tardifs ou des dégels plus hâtifs pourrait influencer la migration des caribous? Donc, quand le caribou arrive et que le lac n'est pas gelé, alors qu'il devrait être gelé, est-ce que ça a une influence sur la migration du Québec? Surtout qu'on savait, avec cette étude-là de Magnusson et Al en 2000, qu'effectivement, il y a des changements dans la phénologie de la glace dans l'hémisphère nord. Donc, cette figure-là, en fait, j'attire votre attention sur la base de données ici. En fait, c'est des données qui reculent jusqu'à milieu des années 1800. Donc, c'est des informations où les gens vont regarder année après année les dates de gel et de dégel des lacs et des rivières, un peu partout dans l'hémisphère nord. Et ce que Magnusson et Al ont démontré, c'est qu'effectivement, on voyait un gel de plus en plus tardif des lacs et des rivières et un dégel de plus en plus hâtif. Donc, de moins en moins de glace sur les étendues d'eau dans le nord. Donc ici, encore une fois, on a utilisé la télémétrie pour tester notre hypothèse. Puis on s'est intéressé surtout à la réaction des caribous par rapport aux plus grands lacs au nord du Québec. Donc il y a des très grands lacs naturels comme le lac à l'eau claire, le lac Bienville, mais aussi les grands réservoirs hydroélectriques qui ont été générés par les projets d'Hydro-Québec. Donc, les caribous doivent généralement traverser, ou du moins contourner parfois ces différents lacs-là. Et on voulait étudier leur comportement, leur réaction par rapport à ces lacs-là. Donc, on avait 96 femelles qui étaient marquées avec des colliers GPS de 2007 à 2014. Et on a utilisé des données satellitaires qui sont répétées à chaque semaine pour étudier la phénologie de la glace sur ces différentes étendues d'eau. Donc, ce qu'on a ici, en fait, c'est les jours juliens, donc du 1er janvier, 1 étant le 1er janvier, 365 étant le 31 décembre. Et ce qu'on voit, en fait, c'est la proportion de glace, donc 1 étant un lac complètement gelé et 0, moins 1 ici étant un lac en eau libre. Et on voit, en fait, la phénologie qui varie selon l'année. Donc, ce n'est pas toujours les mêmes dates de gel et de dégel. Donc, ça, c'est de l'information vraiment locale sur une relativement courte période de temps, 2000 à 2014. Et on a combiné cette information-là avec des informations qu'on pouvait trouver dans la littérature pour démontrer qu'effectivement, les gels étaient de plus en plus tardifs et les dégels de plus en plus hâtifs au nord du Québec. Par la suite, on ne voit pas très bien ici, mais on a par exemple ici un exemple de lac où on aurait une section du lac qui est gelée et une section qui est dégelée. Et je vous montre 3 types de comportements que les caribous pouvaient avoir. En fait, on a segmenté les mouvements des caribous, on a créé des pas ou des trajectoires de caribous en utilisant la télémétrie. Et on regardait le comportement des caribous. Donc, on a ici, par exemple, un caribou qui s'est approché du lac et qui a fait ce qu'on appelait un détour. Un caribou qui a traversé ici sur la glace, ou un caribou ici qui s'est approché, qui a commencé à traverser dans l'eau et qui a rebroussé chemin et qui a fait un détour. Donc, c'est différents types de comportements qu'on a observés. En tout, on a observé 179 traversées sur la glace, seulement 11 traversées à la nage et 129 détours. Et voici la répartition des différents types de mouvements.
donc traverser sur l'eau, ou traverser sur la glace ou dans l'eau ou les détours. On voit que c'est surtout à l'automne que les caribous se frappaient à des lacs qui n'étaient pas encore gelés, qui devaient les traverser à la nage. Et par ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais les caribous sont des très bons nageurs. Par contre, ce qui arrive souvent, c'est que quand la surface du lac est en transition, donc quand la glace a commencé à se former, mais est très, très friable, les caribous vont tenter de traverser, ils vont parfois perforer la glace et se noyer. Là. Il y a plusieurs cas de noyade parce que l'animal n'est pas capable de remonter sur la surface de la glace. Donc, ça a parfois un impact réel sur la survie, mais on pense aussi que ça a un impact sur les dépenses énergétiques de la migration. S'il faut que les caribous, plutôt que de marcher, soient obligés de nager, bien, effectivement, le comportement est beaucoup plus énergivore. Donc, on a regardé, on s'est intéressé au déplacement du caribou sur les différents types de substrats, donc glace versus eau, et on a regardé les taux de mouvement et les angles de virage. Donc, très rapidement ici, ce que ça représente, c'est les différents types de substrats et les taux de mouvement, donc en fait la vitesse de déplacement des individus. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les taux de déplacement étaient beaucoup plus élevés sur la glace que durant les tours, par exemple, qui sont sur la terre ferme. Donc, en fait, ça semble être relativement efficace de marcher sur la glace. Et les angles de virage étaient plus grands dans l'eau et plus petits sur la glace et durant les détours. Donc, ce qu'on observait, en fait, c'est que les caribous commençaient à traverser dans l'eau, mais finalement, décidaient de repousser chemin. Puis, ce qu'il faut se rappeler, que ici, c'est vraiment, je me suis concentré sur seulement les très, très grands lacs et les très grands réservoirs. Donc, on peut penser que les traverser à la nage pourrait prendre plusieurs heures, voire presque une journée. Et on a encore ici étudié la sélection d'habitat. Ici, c'est un peu similaire à ce que je vous ai montré tantôt sur le caribou de Charlevoix. On a étudié la sélection du caribou, mais cette fois-ci, non pas pour des types de végétation, mais pour des substrats, donc eau versus glace. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, le caribou avait tendance à sélectionner la glace et à éviter l'eau dans ses déplacements. Ça représente un peu, ce résultat-là représente un peu ce que j'ai expliqué. Par contre, il n'y avait pas d'effet du type d'étendue d'eau, donc que ce soit un lac ou un réservoir, ça n'avait pas d'influence sur les résultats. Donc, un petit sommaire des résultats de l'étude de cas 2. On s'est rendu compte que les déplacements dans l'eau étaient plus lents, plus tortueux que les déplacements sur la glace. Et on a vu que les caribous sélectionnaient la glace et évitaient l'eau durant la migration. Et en fait, ce qu'on pense, c'est qu'avec un Arctique plus chaud, à cause des réchauffements climatiques, les caribous risquent de rencontrer davantage de lacs qui ne sont pas encore gelés ou qui sont dégelés, et avec des effets potentiels, évidemment, sur la durée de la migration, mais aussi des coûts énergétiques plus importants de la migration. Ça peut avoir un impact sur l'état des caribous et donc leur reproduction. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le futur? Bien, je ne l'ai pas mentionné, mais le caribou de la rivière aux Feuilles, c'est un caribou migrateur qui vit en grand troupeau. Plusieurs dizaines de milliers de caribous qui vivent ensemble, qui font leur migration ensemble. Par contre, c'est aussi un troupeau qui est en déclin. Donc, nous, on ne s'intéressait pas tant au déclin, on s'intéressait plus au comportement de migration, mais sachez qu'à cause du déclin, là, récemment, la chasse a été interdite pour le caribou migrateur au nord du Québec. C'est un caribou qui était chassé, chasse sportive, donc les gens pouvaient payer puis aller chasser le caribou. Et depuis quelques années, en fait, depuis je pense un an ou deux, la chasse est interdite au nord du Québec à cause du déclin. Évidemment, la glace est un des multiples facteurs qui peuvent influencer la migration du caribou. Donc, je fais aussi partie d'un groupe de recherche qui s'appelle Caribou Ngava, qui est basé à l'Université Laval, où on s'intéresse à l'écologie du caribou migrateur et où on continue d'étudier le caribou, non pas juste l'effet de la glace, mais l'effet des développements miniers, des prédateurs et de la disponibilité de la nourriture sur le caribou. Là, j'ai aucune idée le temps. Il est 13h08. J'ai fait une heure? Pas tout à fait. Hein? Tout à fait. Je vais juste passer, en fait, très rapidement, je vais prendre 2 minutes, juste pour vous dire qu'il y a d'autres choses qui se font sur le caribou, puis ça, c'est d'autres exemples de travaux dans lesquels je suis impliqué sur le caribou. Vous pouvez voir qu'on essaie de travailler un peu partout au Canada sur les différentes unités désignables. Et très rapidement, un exemple ici au territoire du Nord-Ouest où on s'intéresse à la conservation du caribou dans un contexte multi-espèces. Donc, quand on fait de la conservation, on peut s'intéresser au caribou, mais la réalité, c'est qu'il y a plein d'autres espèces en péril qui peuvent cohabiter avec le caribou. Donc, on s'intéresse à voir est-ce qu'on serait capable de développer des modèles, des simulations
dynamique de population du caribou, mais aussi d'oiseaux boréaux au territoire du Nord-Ouest, en réponse au changement climatique. Un autre projet qui nous intéresse, c'est la restauration. Donc, on a vu que les routes avaient un effet très négatif, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est du démantèlement de routes. Donc, c'est ce qu'on va tester en Saskatchewan, où on va faire la restauration de l'habitat du caribou en détruisant et en revégétalisant les chemins forestiers. Et on va étudier la réponse des caribous, mais aussi des prédateurs à ce changement-là, à la restauration des routes. Un autre projet dont je peux vous parler, c'est un projet où on a étudié le comportement de sélection d'habitat des caribous forestiers à Charlevoix, toujours. Et là, on s'intéressait au comportement de sélection d'habitat des jeunes et on voulait savoir est-ce qu'ils avaient tendance à répéter le même type de comportement quand ils étaient adultes. On s'est rendu compte que c'était le cas. Donc, encore une fois, quand je parlais de fidélité ou de comportement mal adapté, on s'est rendu compte que, par exemple, si un jeune est en présence d'une mère qui a un comportement mal adapté, il y a de fortes chances que le jeune va répéter le même type de comportement quand il est adulte. Donc ça a des implications, évidemment, pour la conservation. Et un dernier petit projet, pas un petit projet, mais un dernier projet dont je vais parler pas longtemps, où on s'est intéressé au caribou des Monturngats, qui est une unité désignable où on avait très peu d'informations. Puis on est allé étudier la sélection d'habitat et la survie du caribou des Monturngats et on était en mesure de montrer qu'effectivement la population était en déclin, aussi dans ce secteur-là, dû à une pression de chasse élevée, mais aussi à un taux de prédation élevé par l'eau. Donc, c'est ce que j'avais aujourd'hui. Voici mes collaborateurs pour les projets que j'ai présentés aujourd'hui. Évidemment, tous ces projets-là sont faits en collaboration. C'est vraiment pas juste moi qui fais ces projets-là, on les fait en équipe. Ça implique beaucoup d'acteurs. Et si jamais vous avez des questions, j'espère que vous en avez et ça me fera plaisir de répondre. Et je perds la voix. Est-ce qu'il y a des questions pour Mathieu? Oui. Une question peut-être un peu bête. Pourquoi autant d'intérêt sur le caribou alors qu'il y a d'autres espèces en péril également? C'est une bonne question. En fait, le caribou est un peu devenu une espèce politique. On a vu que, premièrement, le caribou a une distribution qui est généralisée là, sur l'ensemble du Canada. Donc, premièrement, le fait que cette espèce-là soit distribuée sur l'ensemble du Canada fait en sorte que beaucoup de gens sont interpellés par la conservation du caribou. Contrairement à des espèces qui seraient, par exemple, juste présentes en Gaspésie et peut-être plus difficiles à rejoindre des gens en Colombie-Britannique sur ces concepts-là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le caribou a une importance, une espèce très, très populaire, mais qui a une importance qui est très importante pour les Premières Nations, les Inuits. Donc ces communautés-là dépendent du caribou pour leur subsistance. Mais c'est aussi c'est plus que ça. Donc c'est pas juste la subsistance, mais c'est vraiment un lien culturel très fort. On l'a vu qu'il y a un caribou qui est en déclin généralisé. Donc, plein de gens qui se sont posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, ça a attiré aussi l'intérêt des chercheurs à savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, il y a sûrement plein de réponses différentes que je pourrais donner à cette question-là, mais ouais, je pense que d'abord, le fait que c'est une espèce charismatique a attiré l'attention médiatique, je dirais, mais par la suite, on se rend compte que c'est un dossier qui est quand même complexe. Là, ça a attiré l'intérêt des chercheurs. Tout ce que je réponds. Est-ce que c'est plus un intérêt culturel ou social? Dans quel sens? Au niveau des caribous, est-ce que vous pensez que c'est plus un intérêt qui est culturel? Bien, il y a certainement un intérêt culturel des Premières Nations, entre autres des Inuits. Ça, c'est certain. Ça fait vraiment partie de leur culture à part entière. Plus au sud, bonne question. Je l'ai fait exprès pour mettre un 25 cents avec le caribou. Donc, c'est une espèce emblématique au Canada qui interpelle beaucoup de gens. Un grand mammifère, c'est toujours populaire, comme l'ours polaire l'est. Est-ce qu'on devrait conserver plus l'ours polaire que la rainette faugrillon? Je n'ai pas la réponse, mais la réalité, c'est qu'il y a effectivement plus de gens qui s'intéressent à l'ours polaire qu'à la rainette faugrillon. Donc, il y a un peu aussi de surf sur la vague de la popularité de l'espèce qui a eu, ça c'est sûr. Mais il y a une vraie valeur au caribou, certainement. Plusieurs.
pour la présentation. C'était vraiment très bien. Pour rebondir un peu sur les deux questions qu'on a eues, est-ce que c'est une préoccupation pour vous, le prélèvement par les Premières Nations, ou c'est assez négligeable pour affecter les populations de caribous? Peut-être pas partout de la même façon au Canada? Ouais, non, c'est pas partout de la même façon. Donc, on est très conscient que la chasse de subsistance doit être maintenue. Il y a beaucoup de Premières Nations qui ont eux-mêmes décidé d'arrêter la chasse en voyant que la situation du caribou était dramatique. Il y a beaucoup de frustration aussi parce que souvent le déclin chez le caribou n'est pas causé par la chasse, c'est causé par le dérangement humain, par exemple. Mais là, on dit aux gens d'arrêter de chasser parce que là, les populations sont en déclin. Donc, il y a beaucoup de frustration par rapport à ça. Et notre objectif final, c'est de ramener les populations à un niveau où ils vont pouvoir être chassés de nouveau. Donc, mais il y a des secteurs comme les Montargats où il y a une chasse qui est continuée, une pression de chasse quand même assez importante qui est continuée sur une population qui est en déclin. Et là, notre signal d'alarme est de dire, ben là, si on chasse trop, on risque de complètement la perdre, la population. Si on la perd, elle ne va jamais rebondir. Donc, selon les secteurs, il y a des... c'est très politique aussi, mais ça dépend des secteurs. Mais effectivement, la chasse fait partie intégrante. Puis, une des raisons pourquoi on conserve le caribou, entre autres, c'est de le revoir dans l'assiette des gens qui en dépendent. Qu'est-ce qu'on peut faire avec, tu sais, comme les populations vraiment isolées, comme j'ai ça, en tête, mais puis là, quand leur population est en déclin, ben, à un certain point, parce que les autres sont pas ils ne connectent pas comme avec d'autres populations. Non. Comment on fait pour améliorer leur bagage génétique, tout ça? Bon, parce que là, tu as parlé qu'il y en avait introduit. Oui, le caribou de Charlevoix a été réintroduit, c'est-à-dire qu'il était présent par le passé, puis on a décidé de prendre les caribous ailleurs puis de les ramener dans un secteur où il était différent. Ça devient un écotype de caribou? Ben, ça, c'est une population de caribous qui fait partie de l'unité désignable caribou boréal. Si on reprend la population de Val-d'Or, elle a toujours été là, elle n'a pas été réintroduite. C'est comme un fragment de population qui reste. Même chose avec le caribou de la Gaspésie. C'est une relique du passé, le caribou de la Gaspésie. Dans le fond, avant, il y avait du caribou partout dans ce secteur-là, en Gaspésie, jusqu'au New Hampshire, jusqu'au Vermont, jusqu'au Maine. Puis la raison pour laquelle, là, il est juste sur le top des montagnes, c'est qu'on a tout occupé autour du parc. En fait, on a fait de la coupe forestière. Et là, le caribou s'est réfugié dans le parc de la Gaspésie, qui n'était pas un parc à l'époque, mais s'est réfugié dans les Chic-Chocs. Et c'est une relique du passé où on trouve du caribou à l'image. Pour répondre à la question d'augmenter la diversité génétique, il n'y a pas grand-chose à faire autre que amener des individus dans la population. Pour la génétique, spécifiquement, c'est la seule chose. Mais si on veut que la population rebondisse et que l'abondance reprenne et que le déclin s'arrête, ben là, il y a d'autres choses qu'on peut faire. Ça dépend du facteur limitant. Donc, si c'est la prédation, on peut essayer de diminuer la prédation. Donc, ça dépend du mécanisme. Si on veut diminuer la prédation qui est causée par la compétition apparente, que j'ai expliqué tantôt, ben, il faut réduire la coupe forestière, par exemple, ou faire du contrôle de prédateurs à court terme. Mais comment on dit, disons, à un certain point, s'il reste 25 individus, ils ne vont pas se reproduire ensemble? Ouais. Ben, il y a des populations qui ont rebondi de pire que ça, pire que 25. Ouais. Il y a des cas où il y avait une petite pochette ben, on pense qu'il y était moins que ça. Des fois, c'est dur à savoir exactement le nombre de caribous qu'il y a dans un secteur, mais des très, très petites populations qui ont rebondi, qui sont redevenues des grandes populations, sans pas avoir d'effet congé de génétique. Pour revenir sur les dimensions culturelles, bon, ici, du côté de l'Amérique, il y a quand même pas une cohabitation immédiate comme on peut voir en Laponie ou bien en Sibérie avec les populations de rennes. Mais est-ce que, considérant le fait qu'il y a un déclin des populations aussi en Eurasie, les populations qui ont l'habitude de vivre de manière intrinsèquement non seulement voisines, mais dans les populations de rennes, est-ce qu'elles ont une vision des facteurs qui peuvent influencer le déclin? C'est une bonne question. Je ne suis vraiment pas un spécialiste du renne scandinave, mais il y a une particularité avec le renne en Laponie, c'est que c'est un renne qui est semi-domestiqué. C'est-à-dire qu'il vit en milieu semi-naturel. Ben, il vit en milieu naturel, mais il est
il y a des herders, je ne sais pas si c'est le terme en français, des rangers, des gens qui s'occupent de les amener dans des secteurs. Donc, il y a une espèce de gestion des mouvements, des déplacements des caribous qui sont semi-domestiqués. Donc, certainement, les gens là-bas ont une très, très bonne connaissance locale là, des facteurs qui influencent leur troupeau. Mais je ne pense pas que ces troupeaux-là soient en déclin et je ne pense pas qu'ils étaient inclus dans la carte que j'ai montrée. Parce qu'en Scandinavie, il y a aussi des populations de rennes sauvages qui, elles, sont en déclin assez général. Du côté de la Sibérie, il me semble que c'était assez clair que ça déclinait. Puis il y a quand même des populations qui vivent là, qui ne sont peut-être pas avec une gestion aussi importante de cheptel qu'en Scandinavie, mais qui vivent avec en très forte proximité des populations de rennes. Je me demandais s'il y avait eu des informations qui avaient été recueillies auprès de ces populations-là pour connaître leur perception. Probablement que oui, j'aurais tendance à dire, mais je ne suis vraiment pas sûr. Oui, je sais. Souvent, les gens qui vivent avec les caribous ont énormément de connaissances qui sont généralement inclus. Mais là, comme on est plus en Europe, au nord de la Russie, on est quand même assez loin de nos préoccupations ici. Là. Notre assiette est déjà pas mal pleine avec le caribou au Canada, mais ça serait une question qu'il faudrait que soit davantage explorée. J'aurais tendance à croire que les travaux qui ont été faits là-dessus. J'aimerais un peu répondre sur les deux autres questions en demandant si c'est juste faire des études parce que c'est un peu pragmatique au niveau du Canada, mais est-ce qu'il y a quand même son intérêt au niveau de l'écologie ou bien son impact sur la diversité biologique? C'est sûr, c'est une bonne question. En fait, je me la pose souvent. Pour moi, la conservation du caribou ne peut pas nécessairement juste s'expliquer par son importance dans l'écosystème. Parce que souvent, par exemple, si on pense au caribou de Val-d'Or, s'il disparaissait demain matin, je pense honnêtement pas qu'il y aurait un impact sur l'écosystème. Parce qu'ils sont 16, il y a 16 ou 18 caribous qui restent. Donc pour moi, c'est plus une question de valeur. La conservation du caribou, c'est plus une question de valeur. En société, on veut conserver le caribou, on veut conserver la biodiversité. Je ne pense pas que le caribou est une espèce clé de voûte que si elle disparaissait de la région de Val-d'Or, par exemple, ou de la région de Charlevoix, l'ensemble de l'écosystème s'écroulerait, comme on a vu dans d'autres écosystèmes. Par contre, est-ce que j'en ai la certitude? Non. C'est mon point de vue. Pour moi, la conservation du caribou, c'est aussi, entre autres du caribou forestier, c'est de dire, mais si on n'est pas capable de conserver le caribou forestier, on ne peut plus vraiment parler d'aménagement intégré. Ça veut dire qu'on fait un aménagement qui n'est pas soutenable. On perd des espèces. Donc pour moi, encore là, c'est une valeur. Si on est capable de faire de l'aménagement et de conserver des espèces, c'est qu'on a des pratiques qui sont soutenables. C'est pas un peu l'espèce indicatrice. Si on la perdait elle, c'est-à-dire qu'on empêche un caribou, qu'on se marque pas. Souvent, on pense que le caribou, on la nomme espèce parapluie. C'est-à-dire que c'est une espèce qui utilise des très grands domaines vitaux, qui vit dans des forêts résineuses surannées ou âgées. Donc, en conservant le caribou, on s'assure de conserver d'autres espèces. Cette hypothèse-là n'est pas tellement validée par la recherche, par contre. On aime croire que c'est le cas, mais c'est dur à étudier, je pense, aussi, comme concept. Mais dans la littérature, présentement, je ne peux pas dire que j'ai la certitude que le caribou est une espèce parapluie, puis qu'en sauvant le caribou, on sauve aussi d'autres espèces en péril. Ça, on peut juste être capable de le démontrer une fois qu'il va être parti, puis on va voir l'impact, on va dire, ah ben oui, finalement, ça va. Effectivement, ce serait une façon de tester. Mais... Tu moyen de la tester sans qu'elle disparaisse? Je pense que la chose que je ferais, c'est juste la comparaison l'overlap entre le caribou et d'autres espèces en péril. Ce serait déjà un premier effort qui devrait être fait. C'est-à-dire, regardez, parce que la conservation du caribou passe souvent par la conservation de son habitat. Donc, si on conserve l'habitat du caribou, on se rend compte qu'il y a plein d'autres espèces qui en profitent, qui ont le même genre d'habitat, on peut avoir des gains. Par contre, il y a d'autres espèces en péril qui peuvent avoir besoin d'autres types d'habitats qui ne sont pas nécessairement nécessaires à la conservation du caribou. Donc, tout ça doit être pris en compte. Je pense que le concept est porteur, il est intéressant,
Mais mon point, c'est celui-là qui n'est pas nécessairement validé à 100%. Le gouvernement fédéral a mis une date butoir pour que les provinces déposent leur programme de protection du caribou dans chacun de leurs territoires. Puis il y a eu quelques gros shows de boucan, notamment par le Québec, à l'effet de dire que le fédéral ne se mêle pas de ses affaires, puis qu'on fait bien les choses et qu'on n'a pas besoin d'avoir deux juridictions qui regardent la même affaire. Où est-ce qu'on est rendu dans tout ça? Est-ce que la date butoir est passée? La date butoir est passée. Il n'y a aucune province ni aucun territoire qui a réussi à rencontrer la date butoir. Donc, il n'y a pas juste le Québec. Dans un cas de Rainette Fouguerie? Peut-être, mais le dossier du caribou est 1000 fois pire, selon moi, parce qu'on a vu la distribution du caribou à travers le Canada. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de travaux en coulisses qui se font pour arriver à des accords avec les provinces et territoires, qui ne sont pas nécessairement aussi je vais utiliser l'expression chaud boucan que par exemple, j'ai oublié le terme, mais ce qui a été fait pour la rainette Faugrillon, c'est un arrêt complet des travaux basés sur la loi sur les espèces en péril. D'arriver avec un genre de marteau comme ça sur le caribou, j'ai l'impression que c'est plus difficile, parce que là, on touche à plein de sphères économiques, à plein de communautés, à l'ensemble des provinces. Donc là, ça teste. Le caribou vient vraiment tester la loi sur les espèces en péril. Puis j'ai pas la réponse de qu'est-ce qui va arriver avec ça, mais il n'y a aucune province à ce jour qui a un plan définitif. Par contre, je sais que toutes les provinces travaillent sur un plan, dont le Québec, qui travaille sur un plan puis, qui va sûrement être publié bientôt, mais ils n'ont pas rencontré la date limite qui, honnêtement, avait été fixée par le fédéral. Donc, ils n'ont pas rencontré, mais ça a engendré des efforts par les provinces pour définir des plans de gestion pour le Québec. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner sur le terrain? Bien là, ça, je ne sais pas encore. Il y a eu un gros workshop la semaine passée. Oui, il y a quelques semaines, le North American Caribou Workshop, qui est une conférence qui arrive à tous les 2 ans, qui a lieu. C'est canadien? C'est nord-américain, donc Canada et Alaska. Il y a aussi une autre conférence qui existe qui est plutôt internationale sur les ongulés arctiques. Mais cette conférence-là est nord-américaine, et puis a été organisée justement par l'environnement, par mon bureau. C'est du porteur de soi, ou c'était plus pessimiste le message? C'était plutôt pessimiste, malheureusement. Tout le monde a vu les mêmes cartes que je vous ai montrées aujourd'hui. Et le message est qu'il y a beaucoup de travail. Il y a plein de gens qui sont venus présenter des projets de recherche super intéressants. Pour la recherche, c'est un beau terreau fertile parce qu'il y a plein d'argent dans le caribou, puis on veut comprendre ce qui se passe. Donc, pour des chercheurs, c'est super. Mais pour les gens qui dépendent du caribou, ils sont un peu tannés de la recherche et ils veulent des actions concrètes. Mais il y a des régions où il y a des actions concrètes qui sont faites pour la conservation de populations précises. Et c'est souvent des actions qui sont bottom-up. C'est des actions qui viennent vraiment du milieu local et que les gens se mettent en gang et trouvent des façons de conserver le caribou dans leur cours arrière. Les actions plus top-down, les mesures fédérales, il y en a aussi, mais c'est puis provinciales aussi, mais c'est des processus qui sont plus longs, puis les gens sont tannés d'attendre, puis font des actions plus concrètes au niveau local. Mais juste l'exemple que j'ai montré au début, la disparité entre l'avis des experts du COSEPAC et la loi, c'est juste ça, c'est un délai, on peut s'attendre avec le gouvernement, les poignées là-dedans. Fait que juste ce délai-là fait en sorte que les gens attendent puis sont tannés d'attendre. Puis ils prennent des mesures, même si l'espèce n'est pas encore licitée, puis qu'il n'y a pas encore la loi qui peut être appliquée sur des unités désignables, les gens savent qu'elle va l'être bientôt. Donc, ils prennent des actions tout de suite au lieu d'attendre. Une question? Évangélique avant. Ah. Oui. Moi, j'ai un commentaire et une question. Oui. Pour revenir sur la question de l'espèce parapluie, c'est vrai que d'un point de vue écologique, c'est un concept qui marche ou marche pas, dépendamment de l'espèce qu'on prend. Je ne sais pas si tu es au fait de l'étude de Bichet et compagnie, 2016, dans le laboratoire de Daniel Fortin, où on a fait cet essai de regarder si les critères d'aménagement de l'habitat du caribou permettaient de mieux maintenir la biodiversité des oiseaux et petits mammifères. Et je suis d'accord avec toi que ce n'est pas une étude qui amène un résultat indéniable sur la question,
mais ça va dans le sens que oui, le caribou répond apparemment au concept d'espèce parapluie, puisque les règles de gestion de l'habitat du caribou permettent de maintenir plus la biodiversité des oiseaux. Ce qui est mêlant, c'est que je pense aussi qu'il y a eu une autre étude qui a été faite par Darren Sleep, je me souviens, qui est dans les auteurs, qui montre un peu l'inverse dans leur secteur, mais quelle espèce ils ont regardé. Donc, c'est pour ça que je suis encore... je pense que tu as raison d'être prudent. Encore ouvert. Mais il y a de la littérature quand même qui existe, puis chez nous, le papier de Bichet, c'est sur le caribou de la côte nord. Donc, ça, c'était un commentaire. Deuxième question. Les populations du nord, est-ce que tu nous as beaucoup parlé de prédation comme facteur important pour expliquer le déclin. Dans le nord, est-ce que c'est la prédation aussi ou c'est d'autres choses? On connaît beaucoup moins de choses sur les populations du nord. En tout cas, je connais beaucoup moins de choses sur les populations du nord. J'ai travaillé surtout sur le caribou boréal et je commence à m'intéresser de plus en plus au caribou migrateur. Certainement, la prédation, je vais parler d'un secteur que je connais, le nord du Québec. La prédation est encore la raison de la mortalité de la plupart des caribous. Donc, la prédation est encore un facteur extrêmement important pour expliquer la mortalité des caribous. Et ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'il y a plus de prédateurs qu'avant? Parce que l'hypothèse voudrait que ce soit le cas, et pour expliquer le déclin. Et ça, on ne le sait pas. Okay, je te pose la question parce que j'étais au congrès de la Société québécoise de l'étude du comportement biologique. Ouais. Ça parle beaucoup de caribous là-bas. J'étais là aussi. Tu étais là aussi. Okay. As-tu vu l'étude sur le bœuf musqué? Est-ce que le bœuf musqué, parce que l'étudiant a présenté... Ah, ok. Parce qu'il ne l'a pas clairement dit, mais est-ce que le bœuf musqué, c'est le rôle équivalent de l'orignal en forêt boréale? C'est vers là que vous essayez d'aller? C'est la question qu'on se posait, en fait. On a eu beaucoup d'Inuits qui nous ont dit qu'il y avait vraiment un concern, qui était vraiment concerné par l'augmentation des populations de bœuf musqué, parce qu'ils pensaient que le bœuf musqué allait entrer en compétition alimentaire avec le caribou, parce qu'il amenait des prédateurs, parce qu'il causait potentiellement des maladies, ou qu'il était porteur potentiellement de maladies qui allaient se transférer au caribou. Donc, plein de questions auxquelles on n'avait pas de réponse. Donc, ça, c'était vraiment un premier projet où on s'est intéressé à la compétition alimentaire et à l'utilisation de l'espace des caribous et des bœufs musqués. Mais est-ce que le bœuf musqué attire donc la compétition apparente, le concept de compétition apparente avec le bœuf musqué? Ça se pourrait. Et je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Mais c'est une question qu'on se pose, en fait, et qu'on va certainement étudier dans le futur. Mais c'est très dur à étudier dans le Nord. C'est ça, c'est très dur à étudier. Donc, les animaux sont extrêmement mobiles. Les loups on se rend compte que les loups sont migrateurs. Il y a certaines strates de la population de loups qui est migratrice. Donc, on pensait que les loups restaient au sud puis attendaient les caribous qui reviennent de la migration. Mais on se rend compte que non, il y a même des loups qui suivent les caribous. Donc, il semble avoir de la plasticité comportementale chez les prédateurs pour suivre le comportement des caribous. Et le bœuf musqué, lui, qui est comme un peu plus isolé dans un secteur. C'est des animaux qui ne bougent pas beaucoup. Si on regarde les domaines vitaux des caribous, des bœufs musqués, c'est 3 ordres de grandeur de différence en termes de superficie. Donc, le bœuf musqué, il est là puis il ne bouge pas. Versus le caribou qui ne fait que passer, finalement. Donc, est-ce que les prédateurs sont concentrés autour des bœufs musqués puis ça a un effet sur le caribou? Je ne le sais pas, mais c'est difficile à étudier. C'est ma réponse. Mais je soupçonne quand même que les troupeaux de caribous sont tellement grands qu'ils doivent quand même supporter une quantité de prédateurs non négligeable, versus les bœufs musqués qui sont... On n'a pas d'idée sur la densité de population, sur l'abondance du bœuf musqué au nord du Québec, mais c'est pas comparable au nombre de caribous. C'est bon, Angélique? Une dernière question, François? Oui. Je ne sais pas si je vais être en mesure de répondre, mais tu sais, dans les médias, je pense qu'il passe quasiment pas une semaine sans qu'il y ait un article qui porte sur les problématiques reliées au caribou. Puis récemment, on voit se répéter un peu l'histoire avec le caribou de la Gaspésie qui s'est produite durant les 20 ou 30 dernières années avec le caribou de l'Arbre de Val-d'Or, où son territoire s'est mis à être grignoté de plus en plus. Puis alors que le gouvernement du nous, on a tout fait pour protéger, mais je veux dire, c'est lui qui, en même temps, le gouvernement du Québec, qui donne les autorisations de coupe sur le territoire. Et c'est ce qui se passe présentement, et puis avec la réintroduction peut-être possible de la motoneige dans le territoire même du caribou de la Gaspésie,
la part de la population du Québec qui voit ça dans les médias, il y a comme une espèce d'incohérence totale, mais totale, entre la volonté, le déchirage de chemise, puis je veux dire ce qui se passe sur le terrain. Il n'y a pas des coups de fil qui se donnent à un moment donné pour dire « Hey, tabarnouche, qu'est-ce que vous faites? » Non, mais j'ai la même lecture du problème et je parlais tantôt des gens qui sont frustrés, là, les Premières Nations qui sont frustrés ou les Inuits qui sont frustrés de voir le caribou en déclin puis d'être obligés eux-mêmes d'arrêter de chasser le caribou alors qu'ils ont toujours fait la gestion intégrée. En plus d'être accusés que c'est eux autres qui mais là on leur dit d'arrêter. Ouais, ben là ça le braconnage c'est une autre histoire. Puis ça, je pense qu'il n'y a personne qui est d'accord avec ça. Mais la chasse de subsistance, souvent, ils sont obligés de l'arrêter pour laisser les quelques individus qui restent en vie, en sachant très bien que c'est pas la chasse qui a causé le problème. Et donc, souvent, on a des gros yeux puis des coups de poing sur la table quand on est avec ces gens-là, parce qu'ils nous remettent un peu la faute. Et je le comprends, parce que c'est les gouvernements qui donnent les permis pour faire des développements miniers, des nouvelles routes, des nouveaux chalets dans le temps de la PTVZ. C'est pas les mêmes personnes, évidemment, au sein du gouvernement qui prennent ces décisions-là, mais c'est sûr que c'est frustrant. J'ai la même lecture du problème. Des coups de fil qui se donnent, moi en tant que chercheur, je mets tout le temps je confronte les gens sur ces questions-là, c'est sûr. Je dis oui, ok, c'est bien là, votre beau plan, mais vous êtes en train d'autoriser une nouvelle auberge là, dans les monts Chic-Choc. C'est quoi le lien? Là? Vous avez fait un parc pour protéger le caribou, mais vous amenez les gens là, puis vous dites aux gens, puis vous vendez ça comme un attrait touristique, alors qu'on sait très bien que ça va déjà pas bien avec le caribou. Donc c'est sûr que c'est des discussions qu'on a, mais il y a tellement de facteurs socio-économiques et la politique qui rentrent là-dedans que c'est un peu frustrant même quand tu es dans la machine, quand tu es dans la boîte fédérale ou provinciale, même là, il y a de la frustration parce que les intervenants avec qui tu parles ont d'autres intérêts, puis les décisions qui sont prises au final ne dépendent pas juste de la conservation du caribou, mais de l'ensemble du portrait socio-économique de la région. On est pogné avec ça. Mais moi, je pense que notre job, c'est de continuer à en parler, à étudier la question, arriver avec des réponses de plus en plus claires pour qu'à un moment donné, les gens comprennent que c'est sérieux notre affaire, que le caribou est en déclin, puis qu'on comprend de plus en plus pourquoi, puis qu'on est capable de démontrer, par exemple, un lien entre le dérangement humain et le déclin des caribous. Ça, c'est un gros pas qu'on a fait là, avec le programme de rétablissement qui a mis en place, dans le fond, la fameuse loi du 35% que les provinces sont obligées de respecter puis essaient de plus en plus de respecter. La glace est brisée au niveau des recours collectifs, alors avec ce qui vient d'être annoncé cette semaine. En passant, ceux qui ont 35 ans et moins, vous êtes probablement 100 pièces plus riches virtuellement d'ici quelques jours avec les changements climatiques. 35 et moins, c'est-tu correct? C'est quoi ça? Je sais pas trop quoi. Peut-être que ça va se lancer à ce niveau-là, parce que je veux dire, en même temps, c'est un bon coup de main pour le gouvernement de dire, OK, vous me renforcez ma capacité d'agir sur le terrain, parce que là, j'ai comme pas l'appui. Et je comprends très bien que tu dis qu'il y a tellement de pression à gauche et à droite au niveau socio-économique et local, qu'à un moment donné, il y a comme incapacité de pouvoir maintenir toutes les choses, puis on cède à la pression la plus urgente, la plus pressante qui vient de l'humain. Mais c'est souvent parce que le gouvernement n'a plus de marge de manœuvre et de poids politique. Avec des recours collectifs au niveau juridique peuvent avoir peut-être des impacts intéressants. Oui, puis le recours collectif, c'est juste, je pense, un exemple d'un mouvement de plus en plus présent que, dans la population en général qui me montre que l'environnement est de plus en plus important pour les gens. Donc, ça se reflète évidemment dans les décisions du gouvernement. Si la protection des espèces est importante, ça revient aux valeurs dont je parlais tantôt. Si c'est important pour les gens, ça va être important pour le premier ministre. Et puis, c'est juste ça qu'il faut comprendre. Merci, Mathieu. C'était le premier Facebook Live de l'histoire. Ah oui! Pionnier. Là, je me rendais compte que j'étais complètement hors de la caméra. Ah oui? Comme ça, peut-être, par une partie de la présentation.